Bonjour, bienvenue dans Questions d'éthique. Nous nous retrouvons pour le dernier épisode de cette semaine sur la personne vulnérable. Nous allons parler aujourd'hui de la violence et de la maltraitance. Alors, pour parler de cette question, j'ai invité Patrick Collignon. Patrick Collignon est pédiatre, généticien, praticien hospitalier à l'hôpital de Toulon, coordinateur de la commission éthique et handicap à l'espace éthique méditerranéen. À côté de lui, Cligna Despinois, psychologue au CAMPS, qui est le centre d'action médico-sociale précoce de la Rose à Marseille et détaché à temps partiel auprès de l'espace éthique méditerranéen. À côté de moi, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie, qui enseigne l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le rédacteur en chef de Forum, la revue de l'espace éthique méditerranéen, revue qui est publiée par la Sciences publiques hôpitaux de Marseille, la PHM, et vous êtes aussi, Pierre Lecause, membre du comité national d'éthique. Et à côté de moi, de l'autre côté de la table, Jean Nodin. Jean Nodin est psychiatre, praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, Jean Nodin, il y a Corinne Touram. Corinne Touram est mère d'enfants handicapés, est aussi administratrice de la Chrysalide. Et puis, en bout de table, Christian Bayon-Passe. Christian Bayon-Passe est avocat, diplômé en éthique et en pratique médicale. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen et chargé d'enseignement à l'université Paul Cézanne. Donc, nous parlons aujourd'hui des violences et de la maltraitance. Je voudrais peut-être que Pierre Lecause nous dise très rapidement ce qu'est la violence et la maltraitance. Alors, il y a un élément étymologique intéressant sur ce point, c'est que le mot violence vient de vis, qui veut dire force, virilité, qui va donner virtus, c'est-à-dire la vertu. Et on voit, en s'interrogeant sur ce sens premier, que le terme n'a pas toujours eu une connotation négative, mais qu'il était lié aussi à certaines valeurs qui tiennent essentiellement au code de l'honneur, qui impose de répondre à l'outrage, à l'injure par la violence, par la vengeance. La violence est un phénomène universel. On en trouve des stigmates dans toutes les sociétés et on peut considérer que la maltraitance est une forme contemporaine de violence. Je dirais une violence nerveuse, une violence un peu compulsive et pathologique, qui s'exerce généralement d'une manière un petit peu discrète, sournoise, avec sa forme prototypique qui est le harcèlement, et qui peut se caractériser, entre autres, par des pratiques d'enfermement pour les vieilles personnes, de gestes de brutalité, de paroles blessantes, d'humiliation, voire d'atteinte à la dignité. Mais je n'en dirai pas plus. Alors, est-ce qu'il y a une façon de hiérarchiser ces actes de violence et de maltraitance? Peut-être, Christian Bayon-Passe, vous pouvez nous donner une idée de cela par rapport à la loi notamment? Oui, alors peut-on hiérarchiser? J'ai envie de dire, non seulement peut-on, mais doit-on hiérarchiser? Et sans doute, on doit hiérarchiser. Et on peut naturellement, c'est ce que fait le droit, notamment ce qu'on appelle le droit pénal, c'est-à-dire celui qui prévoit et qui organise toutes les sanctions qui visent à réprimer les comportements de violence ou de maltraitance. Et le droit pénal français connaît donc notamment cette distinction entre les crimes et les délits. Et effectivement, il y a cette classification, dans cette hiérarchisation, dans les peines, dans les sanctions. Et comment on arbitre, comment on hiérarchise? Eh bien, en fait, on arbitre entre deux choses. D'abord, en fonction de la personne qui est la victime. C'est-à-dire que selon qu'elle va être personne vulnérable ou pas, ça va être ce qu'on appelle une circonstance souvent aggravante à la peine qui est prévue en cas, par exemple, de blessure volontaire, involontaire ou de mort qui est donnée. Donc c'est la nature, le statut de la personne vulnérable qui va entraîner une circonstance aggravante, qui va donc entraîner une majoration de la peine. Ça, c'est le premier critère qui permet de hiérarchiser donc les actes de violence ou de maltraitance, et puis aussi en fonction donc des conséquences, c'est-à-dire qu'on ne va pas évidemment hiérarchiser les sanctions et les peines de la même manière qu'on a une incapacité totale de travail de 8 jours ou des blessures volontaires ou naturellement une mort. Donc voilà comment on essaie rapidement d'organiser la hiérarchie des actes du point de vue du regard du juriste. Alors, je me retourne à nouveau vers Pierre Lecause. Quelle est la place de la déshumanisation dans la violence et la maltraitance, Pierre? S'agissant de cette déshumanisation,
Je dirais que seul l'humain peut être inhumain. Je veux dire que l'animal ne peut pas être inanimal. Et pourquoi? Parce que seul l'homme peut faire le mal pour le mal. C'est ça qu'il y a de plus saisissant, fascinant et effrayant dans la violence humaine, c'est qu'on peut faire le mal par plaisir. Très généralement, dans le règne animal, on a un processus de violence au sens vraiment métaphorique du terme, puisque le but de l'agression dans la jungle, n'est-ce pas, est simplement l'alimentation. Ça me renvoie à ce que tu évoquais lors d'une précédente émission sur le visage et l'humanité. Et donc les actes de violence, c'est aussi ne pas regarder en face celui qui subit cette violence. C'est des références philosophiques à Emmanuel Lévinas, mais je pense que cette déshumanisation est un élément central dans l'acte de violence. Nier la personne qui est en face et ne pas regarder son visage. C'est la violence psychique, la maltraitance psychique, qui est au-delà du petit mot. Et je pensais à L'effort pour rendre l'autre fou, qui est un livre très célèbre de Searle, qui montre comment un système communicatif complètement perturbé et tordu peut être instauré entre un enfant et sa mère, qui fait qu'ils se perdent tous les deux d'ailleurs. Je pense parce qu'il y a l'acte, ce que décrivait Père Lecause, de la cruauté qu'on retrouve chez des pervers, mais on a aussi des êtres qui sont perdus et qui eux-mêmes font subir ce qu'on appelle ces communications à double lien, où l'autre devient fou, n'a pas d'autre solution que d'être fou, parce qu'il n'y a pas de réponse possible. Et là, c'est une forme de maltraitance psychique qui peut aboutir, si on en suit l'école américaine qui a fait des travaux là-dessus, à la folie. Donc réellement, la déshumanisation au centre de la violence, au centre de la maltraitance, puisqu'il s'agit de nier l'identité même, l'existence de l'autre. Ces violences et cette maltraitance sont donc peut-être parfois augmentées ou favorisées par la présence d'un handicap. Patrick Collignon. Oui, handicap ou toute forme de dépendance. Je parle de handicap pour la personne qui subit la violence Bien et qui est sûr. maltraitée, naturellement. Bien sûr. Mais plus que la situation de handicap, je voudrais citer comme élément vraiment caricatural de l'acte violent des sévices, la situation de l'enfant, et plus particulièrement du jeune enfant. Et là, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de faire une hiérarchie quand même entre les situations de carence affective ou d'éducation rigide ou de maltraitance psychologique que vous évoquiez, qui sont peut-être dans une certaine mesure accessibles aux soins, à la prise en charge thérapeutique familiale, et ce que Pierre Lecause évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la violence physique pure et dure. Je tiens à dire que c'est fréquent, que c'est connu des pédiatres, que ça concerne tous les milieux sociaux possibles, et que c'est pour un pédiatre un cauchemar, un diagnostic difficile. On décrit en pédiatrie un syndrome qui s'appelle le syndrome de Silverman, qui consiste à identifier sur des radiographies généralisées du squelette un certain nombre de fractures d'âge différents chez le même enfant. Donc il y a des procédures diagnostiques dans les urgences pédiatriques pour identifier, pour faire la différence entre le geste maladroit, l'enfant qui est tombé par accident, et l'enfant qui est maltraité de façon quotidienne et répétitive, avec comme issue, on le sait très bien, le handicap ou la mort. Et donc la violence, la maltraitance, c'est quelque chose de récurrent, c'est un phénomène récurrent quand il s'exprime. C'est récurrent et c'est répandu notamment à l'égard des plus vulnérables que sont les jeunes enfants, et on pourrait aussi citer les enfants handicapés. Jean Lodin. Moi, j'aurais un simple truc à dire dans le même fil. C'est l'idée qu'au fond, la violence est d'autant plus violente qu'elle devient banale. Et c'est en fin de compte sa banalisation qui est qui amène à la négation de la subjectivité de l'autre. Elle est d'autant plus niée, la subjectivité de l'autre, que la violence devient ordinaire. Et je crois que dans le quotidien, elle est ordinaire dans les familles, elle peut être ordinaire dans les institutions aussi. C'est sa banalité qui est grave. Corinne Touram, vous vouliez ajouter quelque chose? Je dirais même qu'au sein de la famille et donc dans la situation d'un enfant handicapé, ça peut même être chez des parents qui ont l'impression de bien agir, puisqu'on voit, il y a tout un procédé de rééducation intensive où l'enfant pleure. Donc vraiment, il exprime son... il ne veut plus le faire, il est fatigué, etc. Et donc des personnes se relaient pour le stimuler en permanence, etc. Alors que l'enfant pleure, ne veut pas le faire, donc c'est quand même nier cette personne et sous le couvert quand même de bien faire. On parle de la famille, mais j'ai une question qui me vient immédiatement à l'esprit. Dans quel lieu s'exercent ces violences, ces maltraitances? Est-ce que peut-être, Patrick Collignon, vous pouvez nous dire un mot là-dessus?
Oui, c'est plus un lieu est fermé sur lui-même, moins il y a de témoins, plus il y a un risque. Et donc on pourrait parler aussi des institutions. Lorsque des personnes handicapées sont prises en charge dans des institutions, le risque pour le personnel soignant, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, hein, donc un processus bien décrit où le soignant n'a plus le feu sacré, on va le dire comme ça. Et là, c'est la porte ouverte, effectivement, à toutes les déviances. Et donc, on décrit, on sait très bien que dans certaines institutions, pour enfants handicapés ou pour vieillards, il y a des actes de maltraitance avec souvent des passages à l'acte. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de remède et qu'il y a une fatalité, mais il ne faut pas se cacher les yeux, ces choses-là existent. Corinne Touram, vous voulez dire quelque chose? Oui, parce que ce qui fait un petit peu peur, c'est pour les enfants autistes qui ont parfois des élans de s'automutiler, de se taper la tête, de se brûler, etc. Et du coup, on n'arrive plus on a du mal à savoir s'il l'a fait lui-même ou si on lui a infligé. Et donc, ce sont des situations vraiment dangereuses, quoi. Bien sûr. Christian, on passe toujours dans cette même idée, les lieux où s'exerce la violence, la maltraitance. Oui, effectivement, les lieux où c'est fermé, où on ne voit pas, où on ne parle pas, ou du moins d'où la parole ne peut jamais sortir, ou presque. Les lieux, bien sûr, où il y a des personnes particulièrement vulnérables, et surtout les lieux, donc c'est hélas très vaste, où en réalité il y a des notions et des relations d'autorité ou de pouvoir qui peuvent se mettre en place. Car la violence, c'est d'abord un rapport de pouvoir, d'autorité et avec l'abus d'autorité. Et au sein des institutions, et notamment au sein des institutions hospitalières ou médicales, c'est vrai que c'est un grand enjeu, une grande question, parce que, y compris l'équipe médicale, peut parfois, dans le bien et dans l'optique de soigner comme il faut le patient, peut parfois être perçue comme violente, entre guillemets, et effectivement être conçue comme étant en train d'exprimer un abus d'autorité. D'où justement, du point de vue juridique, mais ça ne résout pas tout, les lois récentes qui ont visé à rétablir effectivement le consentement du patient depuis le début de sa prise en charge. Pour essayer de baliser un petit peu tout Pour ça. essayer de baliser. Alors il y a un lieu dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est la famille. Alors c'est bien sûr c'est un lieu, j'allais dire, virtuel, mais c'est en même temps la maison, c'est le foyer, c'est un lieu spécifique, physique. Et là aussi, toutes sortes de violences s'exercent sur des personnes vulnérables, souvent les enfants, vous le disiez tout à l'heure Patrick Collignon, mais c'est aussi sur les femmes qui parfois sont elles-mêmes des personnes vulnérables, et naturellement aussi toujours sur les personnes âgées, puisqu'on a vu déjà qu'elles faisaient partie des personnes vers qui la violence et la maltraitance étaient souvent destinées. Alors qu'il y ait un mot sur ça, sur ces violences au sein de la famille, donc des lieux où on n'en sort pas, peut-être Lydia Lépinois? Je pense que si effectivement il y a plus de violence en famille, c'est parce qu'il faut peut-être examiner la question de la dépendance et de la dépendance réciproque, de l'absence de projet, de l'enfermement dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on disait, c'est les lieux justement en institution, moins il y a de projets, plus c'est fermé, plus on est dépendant. Or, il y a une dépendance réciproque, parce qu'effectivement, l'enfant est dépendant de ses parents, mais le parent, il est aussi dépendant et prisonnier. Quelquefois, il peut se vivre prisonnier des soins qu'il a donnés. Et dans ce climat-là, effectivement, parce que l'enfant, du côté du parent, ça peut être vécu comme une violence exercée à son encontre de la part de son enfant dans ses demandes tyranniques. On a tous connu ça. Hein? Et donc là, il y a quelque chose, si effectivement, pour peu que le parent ait vécu lui-même, parce qu'on a souvent quand même dans le tableau des parents qui ont vécu eux-mêmes de la violence, qui ont été objets de violence, l'enfant prend la place à ce moment-là du parent qui a tyrannisé auparavant. Et il devient effectivement secoué, battu. Parce que je veux dire, il y a des mécanismes très complexes. Et je crois qui peuvent se jouer. Et je crois que donc la situation, en tout cas, de dépendance, d'enfermement favorise, disons, est un terreau. Disons, plus des facteurs qu'on connaît maintenant de risques comme l'alcoolisme, la toxicomanie, etc., qui sont aussi des facteurs aggravants au niveau de la maîtrise, ensuite pour sortir de cette épreuve que constitue la gestion de cette relation extrêmement complexe enfant-parent. Alors pour continuer dans cette idée du processus mental qui amène les personnes à exercer la violence, à infliger la maltraitance, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui se passe dans la tête des gens qui justement deviennent violents, maltraitants vis-à-vis de personnes vulnérables? Jean Nodin.
Je pense qu'il faut distinguer, mêler toutes deux choses. C'est la violence qui naît effectivement d'un processus de dépendance et qui porte assez souvent sur, plus petit que soi, en fait, sur des personnes vulnérables. Et puis la violence qui peut être liée à la vulnérabilité d'une autre manière. Une question qui peut se poser, par exemple, c'est est-ce que la maladie pourrait prédisposer à la violence ? Il a été relativement prouvé que ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est la violence qui précède la maladie. Et qu'au fond, la maladie n'est qu'une motivation supplémentaire, mais ce n'est pas quelque chose de fondamental au départ. Alors le processus, c'est souvent un processus de banalisation aussi d'un fantasme. Ça commence, ça vient pas de rien, la violence. En général, ça vient d'une forme de maturation, c'est souvent. Je crois que là, il y a quelque chose qui est important à relever. C'est que, avant même de connaître violent, on a souvent déjà des fantasmes de violence sur non pas forcément de la haine, mais des fantasmes. Et le fait d'en parler est quelque chose qui permet de prévenir. Le fait de trouver un espace pour parler de la souffrance qui est engendrée par la situation de dépendance est quelque chose qui prévient la violence elle-même. Alors, quels sont les moyens qui sont aujourd'hui à disposition pour dépister, en quelque sorte, prévenir ces violences, cette maltraitance, j'allais dire au sein de la famille, mais aussi évidemment au sein des institutions que l'on a évoquées tout à l'heure. Peut-être Lydia Despinois, vous avez quelques mots à dire là-dessus? Peut-être que dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, déjà des coopérations qui peuvent se faire entre ceux qui traitent d'alcoolisme, par exemple toxicomanie, ceux qui travaillent avec l'enfant, ceux qui travaillent avec les adultes, parce qu'on sait que souvent ces parents maltraitants ont été eux-mêmes des enfants maltraités. Donc il y a quelque chose à inventer au niveau de ces réseaux de prise en charge et de réflexion sur la violence, de savoir suffisamment prendre ces clignotants que vous expliquiez tout à l'heure pour pouvoir effectivement apporter un soutien et savoir que en dehors de certains pervers, où là peut-être c'est plus difficile, enfin je ne saurais pas comment aborder la question, mais dans la plupart des cas, on a affaire à des êtres qui sont perdus eux-mêmes, hein, et que peut-être on pourrait les aider à sortir de ce cercle vicieux et à aider à sortir de ce cycle. Bon, mais ça, c'est pour la violence très dure. Il y a la maltraitance qui est l'absence, pour moi, de prise en compte des besoins de l'enfant dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est l'accompagnement que peuvent faire les équipes de PMI. Il y a quand même au niveau de la périnatalité, là, il y a le plan dit Douste-Blazy, là, qui est pas mal, sur la périnatalité, qui prévoit des entretiens du 4e mois, dès la grossesse, d'accompagner ses parents pour l'accueil de l'enfant et préparer aussi les parents à devenir parents, parce que ça ne va pas de soi. Bien sûr. Et que pour ne pas se sentir tyrannisé par cet enfant, il faut peut-être arriver à le comprendre. Et ça, c'est un travail que Corinne Touraine nous a montré très bien tout à l'heure. Enfin, je veux dire, comment ce cheminement, et que là aussi, peut-être qu'on pourra accompagner ses parents, que s'ils comprenaient mieux l'enfant, la dépendance de l'enfant, à ce moment-là, ils pourraient peut-être ne plus les voir comme l'adulte, comme un persécuteur, comme l'adulte qui les a persécutés dans leur histoire à eux, mais le voir comme un petit enfant. Hein, et sortir et briser ce cercle-là. Enfin, il y a d'autres moyens, certainement. Je vous dis là ce qui me vient à l'esprit maintenant. Je crois qu'il y a un pont à faire entre ce que vous venez de dire, ce que disait Corinne Touraine tout à l'heure, par rapport à la maltraitance éducative, je veux dire, le trop vouloir bien faire et le fait d'imposer à l'enfant un rythme éducatif terrifiant. Il y a quand même une notion importante à prendre en compte dans la violence, c'est le narcissisme. Et c'est l'idée du narcissisme, au fond, des parents, de la famille, en fait, des éducateurs. Le fait de vouloir à tout prix réussir et de vouloir à tout prix permettre à un enfant d'avoir un développement normal, c'est lui imposer, en fait, son propre besoin et ne pas tenir compte du besoin de l'enfant. Bien sûr. Donc, toujours un problème d'écoute et de respect, finalement. Pierre Lecause. Juste un mot, parce que tout à l'heure, M. Naudin nous disait que les malades ne sont pas plus violents que n'importe quel autre membre bien portant, mais en même temps, on voit se développer actuellement dans nos hôpitaux des campagnes publicitaires pour lutter contre la violence des usagers de la santé. S'il vous plaît, soyez polis. Nous, on travaille. En gros, c'est ça le message lancé par la Fédération française des hôpitaux, sur lequel je ne me prononcerai pas. Mais j'aimerais quand même dire que stratégiquement, il me paraît assez malheureux, puisqu'on parle des moyens d'éradiquer ou de conjurer la violence, il me paraît assez malheureux de s'inscrire dans un face-à-face. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes violent et c'est pas moi.
et arriver quand même à dire que peut-être que je suis aussi violent dans ma manière de parler et puis que finalement si j'étais à sa place, depuis 4 heures en train d'attendre dans une salle conçue à cet effet, je ne serais peut-être pas non plus dans de bonnes dispositions psychologiques. Donc si on arrive à comprendre qu'il y a une sorte de loi de la conservation de la quantité de violence, c'est-à-dire que la violence... Comité de lutte contre les IGF-hommes. Voilà une méthode qui me paraît effectivement très juste. C'est vrai que c'est un problème de communication et que c'est bien en parlant entre soi et en communiquant qu'on peut arriver, en écoutant l'autre, à lui donner le respect qui justement va éteindre cette violence dans l'œuf peut-être. Patrick Collignon. Un petit mot sur les institutions, puisqu'on les a pointées du doigt tout à l'heure comme lieu possible de violence vis-à-vis de personnes dépendantes. Moi je parle de mon expérience concernant des enfants handicapés, mais c'est peut-être extrapolable pour les personnes âgées. Il y a une prévention, bien sûr, efficace, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et ça passe par ce que disait tout à l'heure notre collègue Naudin, par la parole. D'abord, le dialogue au sein de l'équipe, ne pas faire l'amalgame entre des techniques rééducatives qui peuvent sembler, pour le personnel soignant non spécialisé, qui peuvent sembler pénalisantes pour l'enfant, par exemple les corsets-sièges, les coquilles, etc. Donc il y a un effort d'explication à faire au sein de l'équipe et bien sûr vis-à-vis des parents. La formation des personnels qui est un moteur essentiel pour éviter l'épuisement professionnel. Ce qu'on appelle la guidance aussi, c'est-à-dire ne pas faire l'économie de réunions d'équipe ou avec des psychologues, où le personnel peut exprimer ses doutes, ses souffrances, voire effectivement de façon violente, je dirais, de façon que ça sorte. Et je crois qu'au bout du compte, tout ça aboutit à une prise de conscience éthique, c'est-à-dire que les personnes soignantes, d'une manière générale, vivent une expérience éthique auprès de personnes dépendantes. Et cette prise de conscience, médiée par la parole, est sans doute la clé de la prévention de ces dérives. Je voulais qu'on dise un mot aussi par rapport aux personnes âgées, parce que c'est peut-être pas tout à fait le même phénomène, le même processus qui engendre la violence vis-à-vis des personnes âgées. Le philosophe Adam Smith nous disait que rarement un enfant meurt sans qu'un cœur ne soit déchiré, alors qu'en général, un vieillard meurt dans l'indifférence totale. Ça date du XVIIIe siècle. Et c'est un livre sur les émotions, et il renvoie vraiment à quelque chose qui est de l'ordre de la perception que nous faisons d'une petite créature qui vient de naître, qui a droit à vivre, alors que la personne âgée, quand elle a atteint 80 ans, je ne sais pas pourquoi, mais 80, quelque part, symboliquement, signifie un basculement. On a l'impression qu'elle a suffisamment fait sa vie et que maintenant, il faudrait qu'elle soit un peu plus discrète. Sur le plan personnel, c'est très dur de voir ses parents ou des personnes, enfin ceux qui ont incarné la force et le soutien, devenir faibles. Et il y a un renversement des positions là qui pose quand même problème. Et je pense que là, autant il me semblait que la violence sur enfant, il y avait identification de l'enfant à l'agresseur au père d'avant, autant là je pense que la violence sur le vieillard, c'est ce renversement de situation où on devient parent de ses parents. Et ça, c'est insupportable. Enfin, c'est difficile à vivre en tout cas. Je veux dire qu'il y a des choses, enfin, puis d'autres choses aussi bien compliquées qui se produisent, mais je pense qu'il y a quand même là quelque chose de, sans compter ce que disait Pierre au niveau de l'absence d'avenir, et qu'on supporte pas. On a l'impression que pour faire quelque chose de valable, il faut avoir l'avenir, il faut avoir la vie devant soi, comme dirait l'autre, une éternité, et qu'on a du mal à travailler sur le moment présent. Hein. Christian Bayon-Passe. Oui, avec ce phénomène intéressant qui est à ce moment-là le basculement d'une violence acceptée parce qu'elle vient de l'ascendant dans la personne vieillissante malade, voire qui n'a plus toutes ses facultés mentales, il y a ce moment-là qui va elle instaurer, malgré elle souvent, un rapport de violence avec sa famille, notamment avec ses enfants. Et on voit effectivement alors ce devoir moral qui ressurgit en disant ben là je suis dans un processus de violence, mais ce sont mes parents et cette violence je dois l'accepter parce que je leur dois bien ça. Et ce moment-là est très intéressant aussi, je pense à la fois psychologiquement et puis presque philosophiquement, quoi. Je ne vous lâche pas, Christian Bayon-Passe. Que prévoit la loi justement pour réprimer la violence et la maltraitance ? Bien, la loi prévoit énormément de choses, une manière de dire que je ne pourrais pas vous lister tout ce qui existe. Parce qu'on n'a plus tout à fait le temps pour lire le code pénal. C'est bien ce que j'avais compris, d'autant plus que c'est pas le code pénal que j'ai. Résumé. Voilà, donc pour résumer, cher ami,
Vous dire qu'effectivement, on a une grande panoplie de textes qui sont à notre disposition, à disposition des juges, évidemment. Et juste pour alerter l'attention, parce que les textes sont très, très nombreux et très durs, il faut savoir qu'en matière de violence, notamment sur personnes vulnérables, énormément d'infractions sont réprimées par des peines d'emprisonnement, et d'amende aussi, mais surtout d'emprisonnement, qui peuvent aller très très haut, puisque ça peut aller une fourchette de 20 jusqu'à 30 ans. Donc chaque fois qu'une personne vulnérable est en cause, la répression est très stricte. Alors en cas de violence ou de maltraitance constatée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben écoutez, là je pense qu'il y a deux types de responsabilités. On va dire une responsabilité morale qui renvoie à chacun à sa conscience individuelle d'intervenir, d'agir, le devoir d'ingérence en quelque sorte. Et puis il y a une responsabilité plus juridique qui consiste, lorsque une violence est constatée, à signaler. Donc, selon qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, pour simplifier les choses, eh bien, on va soit s'adresser, on va signaler la violence dont on a été témoin ou qui a été constatée au juge des enfants ou alors au procureur de la République. Et c'est donc à ce moment-là que la machine judiciaire va s'emparer, ou ne pas s'emparer d'ailleurs, c'est un autre problème, de la question et y donner la suite qui s'impose. Bien, mais écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ces débats fort enrichissants sur la personne vulnérable. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre débat de questions d'éthique. Donc à la semaine prochaine. Au revoir.